On vous a menti dans vos livres d'histoire, pas par omission, délibérément, parce que ce que Rome faisait vraiment aux reines qu'elle capturait, aucun manuel scolaire n'oserait l'imprimer. Ce n'était pas de la guerre, ce n'était pas de la politique. C'était quelque chose de bien plus froid, bien plus calculé, bien plus difficile à regarder en face. Et pourtant, c'est exactement ce que vous allez découvrir aujourd'hui. Je vais vous parler de femmes qui commandaient des armées, qui gouvernaient des empires, qui faisaient trembler des généraux romains dans leurs sandales. Des femmes qui, du jour au lendemain, sont passées du trône aux chaînes. Et la façon dont Rome a orchestré cette chute, c'est une leçon de psychologie du pouvoir que personne ne vous a jamais vraiment expliquée. Commençons par un détail que les historiens mentionnent à peine, presque comme une note de bas de page. Dans le droit romain, il existait un concept appelé le jugantium, le droit des nations. Ça sonnait noble, ça sonnait presque humain. Mais dans la pratique, ce concept signifiait une chose très précise et très brutale. Une fois vaincu, tu cessais d'être une personne, légalement, officiellement, sur le papier et dans les faits. Peu importe ton titre, peu importe ton règne, peu importe les armées que tu avais commandées la veille. La défaite t'effaçait. Elle te transformait en propriété de l'État romain, au même titre qu'un cheval capturé ou qu'un sac de blé saisi. Les 12 tables, le plus ancien code juridique de Rome, remontant au 5e siècle avant notre ère, l'écrivaient noir sur blanc. Les prisonniers de guerre appartiennent à Rome ou sont distribués entre les soldats victorieux, comme on partage un butin. Une reine couronnée hier avait exactement le même statut légal qu'un fantassin anonyme de son armée défaite. En réalité, elle en avait moins, parce qu'au moins un citoyen romain ordinaire bénéficiait de protection minimale. Un citoyen ne pouvait pas être fouetté publiquement sans déclencher un scandale. Un citoyen ne pouvait pas être exécuté sans procès, mais une reine étrangère en chaîne, elle, n'avait absolument rien, aucune protection, aucun recours. Zéro. Et Rome ne se contentait pas d'exploiter cette vide juridique en privé. Elle en avait fait un spectacle, le triomphe romain. Si vous n'en connaissez que le nom, vous pensez peut-être à une parade militaire. Une célébration, des soldats victorieux, des foules qui acclament, un général qui savoure sa gloire. Mais c'est justement ce que Rome voulait que vous pensiez. Parce que derrière la fête, le triomphe était en réalité la forme la plus sophistiquée de torture psychologique que l'Antiquité ait jamais inventée. Une arme de terreur diffusée en direct à travers tout le monde, connue. Le parcours seul mesurait près de 4 km à travers les rues de Rome, depuis le Champ de Mars jusqu'à la colline du Capitole, en passant par le Forum. Des dizaines de milliers de spectateurs massés de chaque côté. Des heures de marche, lentes, interminables, conçues pour que chaque visage dans la foule puisse observer chaque détail des prisonniers. D'abord venaient les musiciens, les chariots chargés de peintures représentant les villes conquises, les animaux sauvages ramenés des contrées lointaines. Rome adorait ça. Elle voulait que ses citoyens voient de leurs propres yeux l'étendue de sa puissance. Puis venaient les prisonniers, et voilà où le génie pervers de Rome se révélait pleinement. Il les laissait souvent dans leurs habits royaux, leurs couronnes, leurs bijoux, leurs vêtements d'apparat, pas par respect, par calcul, parce que le contraste déchirait l'âme. Regardez cette femme en robe de reine qui avance en traînant des chaînes sous les huées, regardez ce que Rome peut faire à ceux qui osent lui résister. Les alliés regardaient, les ennemis regardaient, et tous recevaient le même message, écrit dans la chair et la honte d'êtres humains réduits à des accessoires de spectacle. Mais si vous pensez que ça s'arrêtait là, vous n'avez encore rien entendu. En 272 de notre ère, à l'est de l'Empire, une femme régnait sur un territoire qui s'étendait de l'Égypte jusqu'à l'Anatolie. Elle s'appelait Zénobie, reine de Palmyre. Elle avait défié Rome ouvertement, repoussé ses légions, frappé sa propre monnaie, se proclamant Augusta. Elle était brillante, polyglotte, elle lisait Platon en grec et Homère dans le texte. Elle commandait ses armées depuis le champ de bataille, à cheval comme un général. L'empereur Aurélien mit finalement fin à son empire. En 272, la captura alors qu'elle tentait de fuir vers la Perse, espérant trouver refuge chez les Sassanides. 2 ans plus tard, en 274, Aurélien célébra son triomphe. Et l'Historia Augusta, ce recueil de biographies impériales du IVe siècle, décrit la scène dans un détail qui coupe le souffle.
Zénobie marchait dans les rues de Rome, parée de tous ses joyaux, scintillante sous le soleil méditerranéen. Mais elle n'avançait pas librement. Elle était enchaînée, et les chaînes qu'ils avaient choisies pour elle n'étaient pas de simple fer. Elles étaient en or massif, si lourdes que des serviteurs devaient marcher à ses côtés pour en porter le poids. L'or. Ils avaient choisi l'or spécifiquement, la richesse même qu'elle avait commandée, transformée en instrument de sa servitude. Tout son être était devenu une démonstration ambulante de la puissance romaine. Les sources rapportent qu'elle garda une composure remarquable pendant des heures de marche, sous les insultes, sous le poids des chaînes, sous le regard de dizaines de milliers d'inconnus venus la voir humiliée. Peut-être que c'est ce qui lui sauva la vie. Aurélien, impressionné par sa dignité ou simplement pragmatique, lui épargna l'exécution qui attendait la plupart des souverains captifs. Il lui accorda une villa près de Rome. Certaines sources affirment qu'elle épousa un sénateur romain, que ses filles se marièrent dans des familles nobles. Est-ce que c'était de la clémence ou était-ce une forme encore plus subtile d'humiliation ? La condamner à passer ses dernières années comme monument vivant à sa propre défaite, présente dans les salons romains, rappel permanent de ce que Rome pouvait faire même aux plus grandes reines de l'Orient. Les historiens en débattent encore, mais l'histoire de Zénobie, aussi glaçante soit-elle, n'est rien comparé à ce qui arriva en Bretagne en l'an 60 de notre ère. Le roi Prasutagus des Icènes venait de mourir. Il avait rédigé son testament avec soin en diplomate avisé. Il léguait la moitié de son royaume à l'empereur Néron, l'autre moitié à ses 2 filles. Un compromis calculé, pensait-il, pour protéger son peuple tout en satisfaisant la cupidité romaine. La stratégie échoua de façon catastrophique. Les fonctionnaires romains, menés par le procurateur Decianus Catus, ignorèrent le testament dans sa totalité. Ils saisirent toutes les terres, confisquèrent tous les biens, déclarèrent l'intégralité du royaume propriété de Rome. Et quand la reine Boudica protesta contre cette violation flagrante du droit, quand elle se leva pour défendre ce que son mari avait légalement accordé à ses filles, Rome répondit d'une façon que Tacite, l'historien père d'une famille, ayant servi en Bretagne à cette époque, jugea lui-même difficile à coucher par écrit. Boudica fut fouettée publiquement. Le fouet romain s'abattit sur une reine en exercice, devant son peuple, en plein jour. Ce n'était pas une punition improvisée dans un moment de colère. C'était un acte délibéré, politique, calculé, pour écraser toute résistance future en brisant publiquement la figure qu'il incarnait. Et les Romains ne s'arrêtèrent pas là. Les 2 jeunes filles de Boudica, certainement encore adolescentes, subirent des violences que Tacite décrit avec une économie de mots qui en dit plus long que n'importe quel détail explicite. Il les nomme avec la sécheresse de celui qui rapporte quelque chose d'insupportable. Des actes, écrit-il, indignes même des standards romains, ce qui, venant d'un historien romain du 1er siècle, représente un niveau de condamnation extraordinaire. Cette violence n'était pas le dérapage incontrôlé de soldats indisciplinés. C'était la politique officielle, publique, devant le peuple des Icènes. Le message était limpide, voilà ce qui arrive quand vous résistez à Rome. Voilà ce que nous faisons à vos reines et à vos princesses. Ce que Rome n'avait pas anticipé, c'est que ce calcul se retournerait contre elle avec une violence qu'elle n'avait pas vue venir depuis des décennies. Boudica ne se brisa pas. Elle se leva. Elle rassembla une armée qui dépassa, selon certaines estimations, 200 000 combattants. Des tribus entières, unies par une rage commune. Cette armée rasa Camulodunum, rasa Londinium, rasa Verulamium, 3 des plus grandes villes romaines de Bretagne. Des dizaines de milliers de Romains et de leurs alliés périrent. Tacite conserve un discours qu'il attribue à Boudica avant la bataille décisive. Elle dit qu'elle ne combat pas pour défendre un royaume. Elle combat en tant que femme ordinaire pour venger son corps meurtri et l'honneur violé de ses filles. La rébellion fut finalement écrasée lors d'une bataille dont l'emplacement exact reste inconnu. Et Boudica, sachant ce qu'attendaient les reines capturées, sachant exactement ce que le triomphe romain lui réservait, choisit autre chose. Elle avait gardé du poison sur elle. Elle mourut sur ses propres termes, libre jusqu'à la dernière seconde. Ses filles disparaissent des sources historiques après les violences initiales. Leurs noms ne sont plus mentionnés nulle part. Leurs histoires sont avalées par le silence. Et pour ceux qui n'étaient pas assez chanceux pour choisir leur mort, il y avait la prison d'Amertine. Cette structure existe encore aujourd'hui à Rome. Vous pouvez la visiter. Elle se trouve dans la pente nord-est du Capitole,
à 2 pas du forum. De l'extérieur, elle ressemble à n'importe quel autre vestige antique. Mais à l'intérieur, il y avait 2 niveaux. La chambre supérieure servait de cellule d'attente. En dessous, accessible uniquement par un trou percé dans le plafond, se trouvait le Tullianum, la chambre d'exécution. Dans l'obscurité totale, dans la saleté, au fond d'un puits de pierre, Rome faisait disparaître ses ennemis les plus illustres pendant que la foule célébrait au-dessus. Vercingétorix, le chef gaulois qui avait failli mettre Julius César en échec à Gergovie, fut emprisonné après sa défaite à Alésia en 52 avant notre ère. César le garda en captivité pendant 6 ans, le nourrissant juste assez pour le garder en vie, le préservant pour son triomphe de 46 avant notre ère. Le guerrier vigoureux qui avait unifié les tribus de Gaule apparut devant les foules romaines, épuisé, amaigri, méconnaissable. Après le défilé, il fut conduit au Tullianum et étranglé. Jugurtha, roi de Numidie, connut une fin encore plus longue et plus sombre. Après le triomphe de Marius en 104 avant notre ère, il fut descendu dans la chambre inférieure. Plutarque rapporte ses dernières paroles, prononcées dans le délire de la déshydratation et de la faim, après 6 jours sans eau ni nourriture. Par Hercule, quelle froide est cette étuve romaine. Il riait, ou peut-être pleurait-il, dans l'obscurité, tandis que Rome festoyait au-dessus de lui. Voilà ce que le mot triomphe signifiait vraiment. Ce que tout cela révèle, c'est quelque chose de plus profond que la simple brutalité. La brutalité existe dans toutes les sociétés à toutes les époques. Ce qui est fascinant avec Rome, ce qui la distingue, c'est la systématisation de cette brutalité. Son élévation au rang de politique d'État, codifiée, ritualisée, exportée. Les chaînes d'or de Zénobie n'étaient pas de la cruauté spontanée. La flagellation publique de Boudica n'était pas un excès incontrôlé. L'exécution dans les ténèbres du Tullianum, pendant que la foule dansait au-dessus, n'était pas un accident. C'était du théâtre. Du théâtre politique, conçu pour un public précis. Les alliés hésitants, les ennemis potentiels, les peuples subjugués qui observaient et qui retenaient la leçon. Et cette leçon traversait les frontières, les montagnes, les mers. Elle disait « Peu importe où vous êtes, peu importe la taille de votre armée ou la solidité de votre trône, Rome peut vous atteindre. Et quand elle vous atteint, elle ne vous tue pas simplement. Elle fait quelque chose de bien pire. Elle fait de vous un spectacle. Les murs de la prison Mamertine sont toujours là. Les pierres du forum portent encore les traces du parcours des triomphes. Et si vous marchez sur ces pavés en sachant ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus jamais de la même façon.